Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un domaine vraiment clé de l'intelligence artificielle, l'apprentissage non supervisé. On va s'appuyer sur une synthèse assez détaillée qui nous sert de guide pour décortiquer le sujet. Alors, petit rappel rapide, le machine learning, l'apprentissage automatique, ça crée des systèmes qui apprennent avec des données pour faire des prédictions, prendre des décisions. Et il y a plusieurs types. Le supervisé, où on a les réponses, le par renforcement, où on apprend par essai-erreur, et puis notre sujet du jour, le non supervisé. La grande différence ici, il n'y a pas de professeur, pas d'étiquette sur les données pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'algorithme, il doit trouver tout seul une structure, une sorte d'organisation dans les données brutes qu'on lui donne. C'est un peu comme chercher quelque chose dans une pièce complètement noire, sans savoir exactement ce que c'est. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment fondamental quand on a les données d'entrée, les caractéristiques, mais pas les sorties correspondantes, la fameuse variable dépendante. L'algorithme, il doit déduire les points communs, les motifs, les regroupements par lui-même. Et parfois, comme vous disiez, on cherche même à identifier des choses un peu cachées, ce qu'on appelle les variables latentes. Ah, les variables latentes. Ça m'intrigue, ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez, vous voulez mesurer la satisfaction client. C'est pas un chiffre qu'on mesure directement, si. Non, effectivement. On regarde plutôt les notes données, les commentaires laissés, peut-être la fréquence des achats. La satisfaction, c'est cette variable un peu abstraite, cachée, qu'on essaye de deviner à partir de ce qu'on voit. Et l'apprentissage non supervisé, justement, il peut nous aider à mettre le doigt sur ces facteurs sous-jacents. D'accord, je vois mieux. C'est intéressant comme concept. Bon, alors, notre mission aujourd'hui, essayer de comprendre les bases, les techniques principales, et puis aussi des difficultés de cet apprentissage un peu autonome. Pourquoi c'est utile? Des fois, c'est juste pour explorer, découvrir des choses dans les données, et d'autres fois, c'est une étape préparatoire pour d'autres tâches de machine learning. Allez, on attaque. Concrètement, ça fait quoi l'apprentissage non supervisé? La source en distingue deux grandes activités principales. La première, c'est le clustering. Oui, le clustering, ou raggruppamento, comme dit notre source italienne. L'idée, c'est de regrouper les données qui se ressemblent. Les éléments qui sont dans un même groupe, un cluster, ils doivent être plus similaires entre eux qu'avec ceux des autres groupes. C'est vraiment central pour l'analyse exploratoire des données, l'EDA. Très clair. Et la deuxième grande tâche, c'était quoi déjà? C'est la réduction de la dimensionnalité. Là, on cherche à simplifier les données. Imaginez que vous ayez des centaines, des milliers de caractéristiques, de features. On essaye de réduire ce nombre tout en gardant l'essentiel de l'info. C'est super utile pour visualiser ou pour éviter des problèmes quand on a trop de dimensions, la fameuse malédiction. D'accord. Clustering et réduction de dimensions. Commençons par le clustering alors. Comment ça marche? Comment un algo peut regrouper sans qu'on lui dise quoi regrouper? Comme l'idée d'un bon groupe est souvent un peu subjective, il y a plein d'algorithmes différents. Un des plus connus, c'est K-means. On lui dit à l'avance « je veux K-groupe, K-cluster ». Et l'algorithme, il essaye de découper les données pour que chaque point appartienne au cluster dont le centroïde, est le plus proche. En gros, il minimise la variance à l'intérieur des clusters. Mais K-means, j'ai l'impression que ça marche bien si les clusters sont un peu comme des boules assez compactes, non? Qu'est-ce qui se passe si on a des formes plus alambiquées ou des densités différentes? Ah, très bonne remarque. Oui, K-means a ses limites. Pour des formes plus bizarres ou quand la densité varie beaucoup, il y a d'autres algos, comme DBSCAN. Lui, il ne raisonne pas en termes de centre, mais de densité. Il va chercher les zones où les points sont très serrés et il les groupe ensemble. Ces zones denses sont séparées par des zones où il y a moins de monde. Et un avantage super intéressant de DBSCAN, c'est qu'il peut aussi repérer les points isolés, les considérer comme du bruit ou des anomalies, des outliers. Et on n'a même pas besoin de lui dire combien de clusters on cherche à l'avance. Ah oui, ça c'est pratique. Et il y en a d'autres. J'imagine que le domaine est riche. Oui, bien sûr. On peut mentionner le clustering hiérarchique. Lui, il construit une sorte d'arbre de clusters, un dendrogramme. Soit il part de chaque point individuel et les regroupe petit à petit, c'est l'agglomératif, soit il part de l'ensemble et il divise, le divisif. Et puis il y a plein d'autres méthodes plus spécifiques pour analyser des réseaux, par exemple, les graphes, ou d'autres types de données bien particuliers. Pour beaucoup de ces méthodes, on sent bien que l'idée de proximité, de similarité est vraiment au cœur du truc. Mais
comment on définit ça concrètement? C'est quoi être proche? Alors ça, c'est le point fondamental. Le choix de la mesure de distance ou de similarité, c'est crucial. Et ça dépend complètement du type de données qu'on a. Pour des chiffres, on utilise souvent la distance euclidienne, la ligne droite, quoi, ou la distance Manhattan, comme si on se déplaçait sur une grille, ou d'autres variantes comme Minkowski. Ok, Mais pour du texte, par exemple, ça n'a aucun sens. Là, on va plutôt utiliser des choses comme la similarité cosinus, qui regarde l'angle entre les vecteurs qui représentent les textes, ou la distance de Levenshtein, qui compte le nombre de changements pour passer d'un mot à un autre. Ce choix technique, il définit ce que l'algo va considérer comme similaire. Donc, il façonne complètement les clusters qu'on va découvrir à la fin. d'accord. C'est un paramètre clé à choisir avec soin. Et petite question qui me vient, l'apprentissage de règles d'association, vous savez, le truc genre si on achète X, on achète souvent Y. Est-ce que ça rentre dans le non supervisé? C'est une très bonne question. Souvent, on le met un peu à part, mais oui, ça partage cet esprit du non supervisé. On découvre des relations cachées dans les données sans avoir d'étiquette prédéfinie qui dit «cette relation est intéressante». Des algos comme A priori ou FPGrowth, ils cherchent justement des ensembles d'articles qui apparaissent souvent ensemble, c'est le support, et des règles d'implication qui sont fiables, la confiance et le lift. Typiquement dans les paniers d'achat, mais pas seulement. Très bien. Passons maintenant à l'autre grand volet, la réduction de dimensionnalité. Vous parliez de la malédiction de la dimensionnalité tout à l'heure. Quand on a plein de variables, ça pose problème. Ah oui, énormément. C'est contre-intuitif, mais plus on a de dimensions, plus l'espace devient vaste et, paradoxalement, vide. Les points se retrouvent très éloignés les uns des autres, les notions de distance perdent leur sens, les algos deviennent lents, moins efficaces, et le risque de surapprentissage, l'overfitting, augmente considérablement. C'est là qu'intervient la réduction de dimensionnalité. L'idée, c'est de projeter les données dans un espace plus petit, souvent 2D ou 3D pour la visualisation, mais pas seulement, tout en essayant de conserver le maximum d'informations pertinentes ou la structure importante des données, et c'est aussi une façon de faire émerger ces fameuses variables latentes. Et là, la technique star, c'est la PCA, l'analyse en composantes principales, c'est ça? Absolument. La PCA, c'est vraiment l'outil de base le plus connu pour réduire la dimension. Son but, c'est de trouver de nouveaux axes, les composantes principales, qui sont des combinaisons des anciennes variables. Et ces nouveaux axes sont choisis de manière à capturer le maximum de la variance, de la dispersion des données originales. Souvent, quelques composantes principales suffisent à expliquer une très grande partie de cette variance, et hop, on a réduit le nombre de dimensions. D'accord. On simplifie, on garde l'essentiel de la variance. Mais la source soulignée en inconvénient, on perd l'interprétation directe des variables, non? Ces nouvelles composantes, c'est des mélanges un peu abstraits. C'est exactement ça. C'est le compromis de la PCA. On gagne en compacité, on réduit le bruit parfois, et les nouvelles composantes sont décorrélées entre elles, ce qui est bien pour certains autres algorithmes qu'on pourrait appliquer après. Mais oui, l'inconvénient majeur, c'est la perte d'interprétabilité directe. On ne peut plus dire cette variable c'est le prix, celle-là c'est la taille. Non, c'est une combinaison linéaire des deux et de toutes les autres. Est-ce qu'il existe des alternatives peut-être qui préservent d'autres types de structures ou qui sont plus adaptées si on veut visualiser les données par exemple? Oui, tout à fait. La PCA, elle maximise la variance globale. D'autres méthodes ont des buts un peu différents. Pour visualiser des données complexes en 2D ou 3D, un algorithme comme TSNE est devenu très populaire. Il est très bon pour révéler les groupements locaux. Ah oui, TSN, on le voit souvent dans les papiers de recherche. Oui, mais attention, il faut être prudent avec son interprétation. Les distances entre les groupes sur la carte, TSN, n'ont pas forcément de sens global. Il y a aussi toute une famille de méthodes qu'on appelle Manifold Learning, comme ISOMAP ou LLE. Celles-là, elles cherchent plutôt à préserver les relations de voisinage local entre les points quand on les projette en basse dimension. Elles essayent de déplier la structure intrinsèque des données. Le choix dépend vraiment de ce qu'on veut préserver. Et il y a aussi l'ICA, l'analyse en composantes indépendantes, qui est différente. Elle cherche à séparer des signaux sources qui auraient été mélangés. C'est une autre forme de découverte de structures latentes, un peu comme séparer les voix dans un enregistrement de cocktail party. D'accord. Un panel assez large de techniques. Parlons un peu des réseaux de neurones maintenant. On les associe souvent à l'apprentissage supervisé, avec des étiquettes. Mais la source dit qu'ils peuvent aussi fonctionner en mode non supervisé. Comment ils font pour apprendre sans feedback explicite? Eh bien, ils utilisent des règles d'apprentissage interne qui sont auto-organisatrices. Une idée très fondamentale, c'est l'apprentissage est bien.
Eh bien, Oui, du nom de Deman Hebb. L'idée de base, souvent résumée par les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Neurons that fire together, wire together. Si deux neurones sont souvent actifs en même temps, la connexion entre eux se renforce. C'est une forme d'association, d'apprentissage par corrélation temporelle. Une autre approche très importante, c'est l'apprentissage compétitif. Là, on a des neurones de sortie qui sont en compétition. Quand une donnée arrive en entrée, seul le neurone gagnant, par exemple, celui dont les poids ressemblent plus à l'entrée, a le droit de s'activer. Et ce neurone gagnant, il va ensuite ajuster ses poids pour être encore plus sensible à ce type d'entrée la prochaine fois. Les autres neurones, eux, sont inhibés pour cette entrée-là. Ça crée une spécialisation des neurones. fascinant ce principe d'auto-organisation, de compétition interne. Et quels sont les réseaux emblématiques qui utilisent ces idées en non supervisé? On peut en citer trois principaux. D'abord, les SOM, les Self-Organizing Maps, ou cartes auto-organisatrices de Cohen. Ce sont des réseaux qui créent une sorte de carte, souvent une grille 2D, qui représente les données d'entrée, même si elles sont très complexes, en préservant leurs relations topologiques. C'est-à-dire que des données qui sont similaires dans l'espace d'origine vont se retrouver sur des neurones voisins sur la carte. C'est très utile pour la visualisation et l'exploration. D'accord, les SOM pour la cartographie. Et les deux autres? Ensuite, il y a les auto-encodeurs, ou AENC. Là, l'architecture est assez maligne. On a un réseau qui est entraîné à faire une chose très simple, reconstruire sa propre entrée. Il y a une partie, l'encodeur, qui prend l'entrée et la compresse dans une représentation interne de plus petite dimension, un code. Et une autre partie, le décodeur, qui essaie de refaire l'entrée originale juste à partir de ce code. Ah d'accord. Et pour y arriver? Pour y arriver, le réseau est obligé d'apprendre à capturer les caractéristiques vraiment essentielles, les plus importantes des données, dans ce code compressé. C'est un peu comme apprendre à faire un résumé super efficace d'un texte pour pouvoir le reconstituer après. C'est une brique clé de l'apprentissage profond non supervisé. Et enfin, on peut mentionner les RBM, les Restricted Boltzmann Machines. Ce sont des réseaux un peu particuliers, probabilistes, avec deux couches, une visible pour les données et une cachée, mais sans connexion à l'intérieur d'une même couche. Ce qui est intéressant avec les RBM, c'est qu'elles peuvent apprendre la distribution de probabilité sous-jacente des données. Ça veut dire qu'elles peuvent même générer de nouvelles données qui ressemblent aux données d'entraînement. Elles apprennent la recette des données, en quelque sorte. Leur apprentissage est un peu complexe, il implique des allers-retours entre les couches visibles et cachées pour essayer de reconstruire les données, et on ajuste les poids avec un algorithme qui s'appelle la divergence contrastive. Bon, ok. On a donc tout un arsenal de techniques pour trouver des structures, que ce soit des groupes, des dimensions réduites ou des représentations via des réseaux. Mais là arrive la question qui fâche, et la source insiste bien dessus. Comment on sait si on a fait du bon boulot? S'il n'y a pas d'étiquette, pas de bonne réponse connue d'avance, comment on évalue la qualité d'un clustering, par exemple? C'est un vrai casse-tête, non? C'est le grand défi du non supervisé, vous mettez le doigt dessus. Sans cette vérité terrain, l'évaluation devient forcément plus subjective ou indirecte. On utilise principalement deux grandes stratégies. La première, c'est la validation interne. Là, on essaye d'évaluer la qualité des clusters en regardant uniquement les données elles-mêmes et la structure qu'on a trouvée. On se demande, est-ce que les points dans un cluster sont bien serrés ensemble, forte cohésion interne, et est-ce que les différents clusters sont bien séparés les uns des autres, faible couplage externe. D'accord. Et il y a des chiffres, des métriques pour mesurer ça? Oui, une métrique très courante, c'est le coefficient de silhouette. Pour chaque point, on calcule deux choses. Sa distance moyenne aux autres points de son propre cluster, appelons ça A, et sa distance moyenne au point du cluster voisin le plus proche, appelons ça B. Le score de silhouette pour ce point, c'est B moins A max AB. On fait la moyenne sur tous les points, ça donne un score entre -1 et 1. Proche de 1, c'est super, clusters denses et bien séparés. Proche de 0, ça veut dire que les clusters se touchent ou se chevauchent. Et si c'est négatif, oups, le point est peut-être dans le mauvais cluster. Intéressant ce coefficient de silhouette. Et si par hasard on a quand même une information extérieure, même si ce n'était pas utilisé pour l'apprentissage? Alors, là, on peut faire ce qu'on appelle la validation externe. Si on dispose après coup de vraies catégories pour nos données, définies par un expert, par exemple on peut comparer les clusters trouvés par l'algorithme avec ces catégories connues,
On utilise alors des indices spécifiques, comme l'indice de rang ajusté ou la mesure de pureté, qui vont nous dire à quel point les clusters produits correspondent aux vraies classes. Mais si l'évaluation est si compliquée et si dépendante du contexte, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Quand on utilise ces méthodes, on se fie à quoi au final? À son intuition? Ça veut dire qu'il faut être prudent et ne pas se fier aveuglément à une seule métrique, surtout une métrique interne. L'évaluation, c'est souvent un mélange. On regarde les chiffres des métriques internes, oui, mais on essaye aussi de visualiser les résultats si c'est possible. Et surtout, on fait appel à l'expertise du domaine. Est-ce que les groupes trouvés ont un sens métier? Est-ce que la réduction de dimension met en évidence des phénomènes connus ou intéressants? C'est ça la vraie validation souvent. Et parfois, la validation, elle est indirecte. Si utiliser le résultat du clustering ou de la réduction de dimension comme feature améliore la performance d'une autre tâche, une tâche supervisée par exemple, c'est une forme de preuve que c'était utile. Je comprends. C'est plus un processus d'exploration guidée qu'une recherche de la bonne réponse unique. Et pour la détection d'anomalies, qui était là une autre application mentionnée, c'est le même genre de défi pour l'évaluation. Oui, tout à fait. La détection d'anomalies non supervisées, c'est chercher les points bizarres, différents, sans savoir a priori ce qui constitue une anomalie. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin sans savoir à quoi ressemble l'aiguille. Des méthodes comme Isolation Forest partent d'une idée astucieuse. Une anomalie, c'est rare et différent. Donc ça devrait être plus facile à isoler dans une structure d'arbre aléatoire. On mesure en combien d'étapes en moyenne on isole un point. Si c'est rapide, c'est probablement une anomalie. Une autre méthode connue, c'est Local Outlier Factor, LOF. Elle regarde la densité locale autour d'un point par rapport à celle de ses voisins. Si un point est dans une zone beaucoup moins dense que ses voisins, il est suspect. Mais là encore, l'évaluation sans exemple connu d'anomalie reste très compliquée. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de cet apprentissage non supervisé. C'est clair que c'est une boîte à outils indispensable aujourd'hui, surtout pour l'analyse exploratoire des données, pour essayer de dénicher des structures cachées dans des données brutes, que ce soit en regroupant avec le clustering, en simplifiant avec la réduction de dimension ou en utilisant ces réseaux de neurones un peu spéciaux. Le but, c'est vraiment de transformer ce qui peut sembler être un chaos de données en quelque chose de plus compréhensible, en information utile. Tout à fait. Et si on prend un tout petit peu de recul, son importance ne fait que grandir. Avec cette explosion de données non étiquetées qu'on génère tous les jours, le texte sur Internet, les images, les données de capteurs. Alors oui, l'évaluation reste un défi, c'est vrai, mais cette capacité à extraire de la connaissance sans supervision préalable, c'est juste crucial. Et on voit que le domaine continue d'évoluer très vite, notamment avec l'apprentissage profond, les auto-encodeurs, les RBM. C'est très dynamique. Et pour conclure, peut-être une petite pensée pour la route. En relisant la mention des variables latentes, ces fameux facteurs cachés qu'on ne mesure pas mais qui influencent ce qu'on voit, ça fait réfléchir. Quand on pense à toutes ces données non structurées, non étiquetées qui nous entourent, les conversations en ligne, les transactions financières, les signaux biologiques, quelle dynamique invisible, quel facteur sous-jacent l'apprentissage non supervisé pourrait-il nous révéler? Est-ce qu'il y a des variables latentes qui façonnent notre société, nos marchés, notre biologie, sans qu'on en ait vraiment conscience aujourd'hui? Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion intéressante à garder en tête. De quoi continuer à creuser.